Latte. Christophe Ondelatte. Je vais vous raconter la terrible affaire des paras de Francazal. 4 parachutistes d'une caserne de la région de Toulouse qui, en 1989, violent et tuent 3 jeunes filles et qui tuent aussi pour s'amuser un garde-chasse. C'est une affaire effroyable, sans doute l'une des plus dures qui m'ait été donnée de vous raconter. Nous la débrieferons avec maître Georges Catala, qui était avocat de la partie civile dans ce dossier. J'ai écrit cette histoire avec Kiss, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Le 31 mai 1989, un homme attend sur un banc dans le hall de la police judiciaire de Toulouse. Il est venu signaler la disparition de sa fille, Isabelle, 23 ans. Il a passé l'accueil et il attend son tour. « Monsieur Rabou ?»« Ouais, c'est moi. »« Monsieur Rabou, votre femme vient d'appeler. Elle a du nouveau. » Du nouveau, c'est-à-dire ? Sa femme est restée à la maison au cas où leur fille les appellerait. Il n'y a pas de téléphone portable en 1989. Voilà, monsieur Rabou. Votre femme vient de recevoir un appel de la gendarmerie de Carcassonne. Ils ont retrouvé la voiture de votre fille, Isabelle, complètement brûlée. Mais elle est dedans ? Non, rassurez-vous. Venez avec nous, on va aller sur place. Les policiers roulent une quinzaine de minutes jusqu'à une décharge sauvage à 10 km de Toulouse. L'Opel Corsa blanche d'Isabelle Rabou est là, ravagée par le feu. Tu sais l'odeur ? Moi j'ai l'impression que le feu a été amorcé par l'essence. Le lendemain, les médias locaux relaient un avis de recherche. On cherche Isabelle Rabou, une jeune kinésithérapeute de 23 ans. Le parquet de Toulouse vient d'ouvrir une information judiciaire pour incendie et séquestration. C'est la terminologie que choisit en général le procureur quand il pense que derrière il y a un meurtre, mais qu'il n'en est pas sûr à 100%. Bien, monsieur Rabou, d'abord, de quand date exactement la disparition de votre fille Isabelle ? Il n'y a pas longtemps, c'était avant-hier soir. D'accord. Est-ce que vous savez ce qu'elle a fait avant-hier, donc, dans la journée ? Elle venait de terminer un remplacement de kiné dans un cabinet médical, à Blagnac. C'était son dernier jour. Et donc après, elle est allée dîner avec des amis. D'après ce qu'ils nous ont dit à ma femme et à moi, elle les a quittés juste avant minuit. Et après, elle devait aller dormir chez une copine à Toulouse. Mais elle n'y est jamais arrivée. Et le lendemain matin, elle devait venir chez nous, à la maison. Et elle n'est pas venue non plus, quoi. Je suis contraint de vous poser la question. Est-ce que ça pourrait être une fugue ? Oh non. Oh non, pas Isabelle. Hein. Moi, je me dis, il lui est forcément arrivé quelque chose de grave. Hein. Le seul indice pour l'instant, c'est la voiture carbonisée. Moi, ce qui me chagrine, tu vois, c'est qu'on est à quoi ? 200 mètres de la base militaire à Francazal. Tu vois ce que je veux dire ? Et que oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois très bien. Les paras, hein ? Les parachutistes. Eh oui. Le camp militaire de Francazal est certes en partie une base aérienne, mais il héberge aussi la BOMAP, la base opérationnelle mobile aéroportée de parachutistes. Il y a un peu d'a priori dans la tête des policiers, là. Franchement, les soldats parachutistes ne sont pas des monstres par nature. Mais il est vrai que les paras de Francazal n'ont pas très bonne réputation dans la région. Que quand ils sortent en ville, ils boivent comme des trous, et qu'après, ils ne se comportent pas très bien. Mais objectivement, c'est la seule piste. Alors les policiers se disent, explorons-la. Les naïfs, comme si des flics allaient faire la loi dans une enceinte militaire. Nous sommes absolument désolés, mais vous connaissez le principe. Et il est par nature non négociable. Les enquêtes qui concernent les militaires doivent être menées par l'autorité militaire. Je
Je vais vous donner les coordonnées de l'officier qui va prendre votre demande en charge. Ça se complique. Un adjudant est désigné, et il n'est pas du tout certain qu'il se remue le popotin avec zèle. Au début, l'adjudant y met du sien. Alors, j'ai consulté les 800 dossiers de nos hommes pour savoir s'il y avait un lien éventuel avec cette kinésithérapeute. Malheureusement, j'ai le regret de vous dire que je n'ai rien trouvé. D'accord. Est-ce qu'on pourrait accéder au registre des entrées et des sorties de la caserne le soir de la disparition d'Isabelle Rabou? Je suis désolé, mais il n'y a pas de registre. Les entrées et sorties de nos militaires ne sont absolument pas consignées. Je ne sais pas d'où vous sortez ça, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils soient à leur poste. Le reste, ils sont parfaitement libres. Ça alors? Ils n'ont pas de registre. Grosse surprise. Et dommage. Cinq semaines après la disparition d'Isabelle Rabou, un agriculteur du village de Saint-Lys, à 20 km de Francazal, tombe sur le cadavre d'une femme en moissonnant. Les policiers de Toulouse vont immédiatement sur place. Le cadavre est complètement putréfié. Il y a des traces de roues, là, t'as vu? Faut prendre des empreintes, absolument. Et rapidement, la dentition et surtout les bijoux confirment qu'il s'agit du corps d'Isabelle Rabou. Compte tenu de l'état du cadavre, l'autopsie n'est pas facile. Je suis absolument incapable de vous dire quelle est la date de la mort de cette jeune fille. D'accord. Et les causes de la mort, docteur? Je ne pourrais pas être catégorique, même si on a une fracture de l'osioïde, ce qui signe un étranglement, mais est-ce que c'est comme ça qu'elle a été tuée? Je ne peux pas l'affirmer à 100%. Il ne peut pas dire non plus si elle a été violée. Mais il n'y a pas beaucoup de doute, elle avait la culotte et le pantalon baissés jusqu'aux genoux. Bon et si on en revenait aux parachutistes? Dites, mon adjudant, on a besoin de savoir si l'un de vos hommes connaît le champ de blé où a été retrouvé le corps de la jeune femme. Ça ne va pas être facile. Je vais relire mes dossiers. Comme si on allait trouver ce genre d'informations dans des dossiers. Genre nom, prénom, adresse et... Connaissez-vous ce champ de blé? Les policiers comprennent très vite qu'ils ne vont pas pouvoir compter sur l'armée. Le 13 juillet, une nouvelle voiture calcinée, une Peugeot 205, est retrouvée pas loin de la caserne, à 200 mètres à peine de l'endroit où on a retrouvé la voiture d'Isabelle Rabou. Sauf que cette fois, quand les gendarmes ouvrent le coffre, au bout du... Deux cadavres posés tête bêche et presque entièrement calcinés. Bon, je viens d'avoir le central, la 205 est une voiture volée. Eh bien d'accord, ça va pas nous aider à l'identifier, ça. Et le légiste non plus ne va pas pouvoir les aider. Compte tenu de la carbonisation du cœur, c'est-à-dire à 90%, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Si ce n'est qu'il s'agit de femmes jeunes. Je crains que ce soit tout. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas nous dire si elles sont mortes avant ou pendant l'incendie. Et non plus les causes de la mort. Je suis vraiment désolé. Pour identifier les deux corps, il reste les bijoux retrouvés dans la voiture, une médaille en or, une bague, 2 montres et des anneaux. Ce qui est intéressant à ce stade, c'est que le procureur ne donne pas cette affaire à la police judiciaire. Ça serait logique, les dossiers se ressemblent tellement. Il choisit de confier ce dossier à la gendarmerie, ce qui est assez futé, parce que les gendarmes sont des militaires. Allô, mon adjudant, dites, nous voudrions venir enquêter sur la base. Entendu, nous vous attendons. Changement radical de ton. Les gendarmes demandent la liste de tous les appelés manquant à l'appel dans les jours qui précèdent la découverte de la 205 carbonisée. Eh bien voilà, mon capitaine, une dizaine de dossiers. Les gendarmes les épluchent et 2 dossiers retiennent leur attention. Bon, j'ai repéré ces 2-là.
Ils sont tous les deux passés cabossés, services sociaux, tu vois, juge pour enfants, etc. Donc celui-là, il s'appelle Thierry El Borgi, il a 19 ans. Et celui-là, Philippe Siove, et il a 20 ans. Et ils sont tous les deux affectés au pliage des parachutes. Le premier, El Borgi, devait participer au défilé du 14 juillet à Muret, dans la banlieue de Toulouse, mais le défilé s'est fait sans lui, et depuis, pas de nouvelles. Quant au second, il est allé au défilé, mais ensuite il est parti en week-end, et il n'est pas rentré à la caserne le lundi. Un avis de recherche est lancé pour retrouver les deux déserteurs. La suite de cette incroyable affaire se joue le lendemain, très loin de la région toulousaine, à 400 km, à Saint-Romain-de-Jalionnas, un petit village de l'Isère. Le garde-chasse Marcel Douzet, 62 ans, n'est pas rentré de sa tournée matinale quotidienne. Alors vers 17h, sa femme finit par aller à la gendarmerie du coin. « Ne vous inquiétez pas, madame. On va appeler des renforts et on va organiser une battue. » Quelques heures plus tard, 80 gendarmes et de nombreux villageois se déploient tout autour du village. Et un hélicoptère arrive, en renfort. Au même moment, 2 jeunes débarquent dans le cabinet du médecin du village. « Bonjour docteur. »« Ah, Philippe, comment vas-tu ?» Le docteur le connaît, c'est un gamin du coin, c'est Philippe Siove. Voilà docteur, j'ai pas regagné la caserne depuis plusieurs jours, parce que je suis malade. Et alors, j'aurais besoin d'un certificat médical, quoi, pour le prouver. Malade ? Mais ça a l'air d'aller, non ? Et là, son copain qui est à côté intervient. « Mon pote te dit qu'il est malade !»« Écoutez, messieurs, je vais pas rédiger un certificat médical comme ça, hein. Moi, je fais pas ça. Donc, vous devriez partir maintenant. Je vous raccompagne. » Dehors, la battue continue. « Marcel ! Marcel !» Et puis à un moment, au milieu d'un champ de maïs, les gendarmes tombent sur un fusil. C'est le fusil de Marcel, ça. Je le reconnais, hein. Ça, c'est inquiétant. Et en plus, la nuit est en train de tomber. Mais voilà qu'une patrouille appelle. 2 individus viennent de s'enfuir en nous voyant. Apparemment, ils n'ont pas la conscience tranquille. Ils viennent de pénétrer dans le champ où vous vous trouvez. Ils viennent vers vous. Postez-vous à l'ouest, on va les prendre à revers. Message reçu. L'hélicoptère amorce une courbe au-dessus du champ de maïs. Ils ont quitté le champ. Ils courent vers une maison. Ils entrent dans la maison, c'est bon, on les tient. Deux minutes après, les 2 zozos se rendent sans résister. Et vous avez compris pourquoi je vous ai emmené si loin de Francazal ? Parce que ces 2-là s'appellent Philippe Siove et Thierry El Borgi. Dis, tu peux entrer leurs coordonnées dans le fichier, là, pour voir ? Oh nom de Dieu, ils sont recherchés. Sont des déserteurs de la base militaire de Francazal, près de Toulouse. On les a retrouvés. Et vers 21h, on découvre le corps de Marcel, le garde-chasse. On lui a collé une balle dans la bouche. À Toulouse, les gendarmes viennent d'être prévenus de l'arrestation des 2 loulous. Alors ils prennent tout de suite la route de l'Isère, 500 km. Ce qui laisse le temps aux gendarmes du coin d'interroger les 2 gars à propos du garde-chasse. Et ils passent aux aveux assez vite. Philippe Siove, le premier. Voilà. Au début, je suis venu passer le week-end ici avec ma famille. Et puis Thierry, qui est un copain, il est venu me rejoindre. Alors on est partis ensemble en vadrouille, quoi. Hein. J'avais pris le fusil de mon père. On voulait s'amuser un peu, quoi. Alors, on a cherché des maisons à visiter. Et puis dans une maison, on a trouvé un fusil à pompe avec des cartouches et aussi 1700 francs en liquide. On était contents, quoi. Ensuite, le lendemain, on atterrit sur une voiture. Et après, sur la route, on voulait essayer le fusil à pompe, alors on a tiré sur les vaches. Sur les vaches ?
Ouais, sur des vaches, quoi. Pour rigoler, quoi. Je crois qu'on a dû en tuer, je sais pas, de 2 ou 3. Ouais, après, on s'est même découpé un bout de bavette. Donc après, on a filé à Pont-de-Géruy, c'était la nuit. Et là, on a tiré sur la façade d'un bar et on est... Quel bar? Et pourquoi vous avez tiré dessus? Bon, c'est un bar à bougnoules. On les aime pas trop, nous, les bougnoules avec Titi. Après, du coup, on est allé à la cité. Là, les bars HLM, il y en a plein là-bas, des bougnoules. Hein. Et donc, on a tiré des coups de fusil. Sur des gens. Ah non. Il y avait personne dehors. On a tiré sur des fenêtres, surtout. D'accord. Et puis, vers 5 heures du matin, on a décidé de brûler la voiture qu'on avait volée dans un bois près de Saint-Romain. Après, on a marché pour rentrer chez moi. Et là, au niveau du bois des Deux Rivières, on était en train de tirer sur des vaches. Et là, on a vu se ramener le garde-chasse avec sa mobilette. Il a commencé à me dire, ouais, ce que vous faites là, et tout, c'est pas bien. Je lui ai dit, on fait rien. Et il a continué à s'énerver, comme si c'était ses vaches. Et puis bam, Titi, il a tiré un coup de fusil dans sa gueule. Après, on l'a couvert de branchage. Voilà, on a aussi planqué sa mobilette. Et puis les fusils. Et puis on est rentré se pioter chez moi, quoi. Ils ont tué le pauvre Marcel comme ça, sans raison. Et en plus, ils doivent être maintenant interrogés pour d'autres meurtres à Toulouse. Mais c'est quoi, ces gars? C'est qui, ces gars? Les gendarmes de Toulouse, qui travaillent sur les 2 cadavres calcinés de la 205, arrivent dans la nuit. Et c'est Thierry Elborgi qui se déballonne le premier devant eux. Voilà. Un soir, moi j'étais à Toulouse. Il y a Siov et Jaouen, ils m'ont rejoint à la gare. C'est qui ça, Jaouen? Thierry Jaouen. C'est un engagé comme nous. Il y avait la fête à Muret, soi-disant, alors on a tiré une voiture, et puis on a roulé sur Muret, quoi. Et là, on voit 2 filles qui font du stop. Une grande, genre mon âge, et une plus petite, plus jeune. Donc, on les fait monter. Et puis, à un moment, Siovi prend une petite route. Et après un chemin, on arrive dans un champ. On voulait juste s'amuser avec les filles, quoi. Donc, Siovi commence à frapper la grande pour la violer, quoi. Mais elle avait ses rênes. Alors, il s'est rabattu sur la petite. Et il l'a frappée, elle aussi. Et puis, il l'a violée. Dans la voiture. Ensuite, il a appelé Jaouen, quoi, pour qu'il s'amuse aussi. Et puis, moi, je suis passé après. Mais je l'ai pas violé parce que ça a pas marché, quoi. Là, il y a la grande, elle a voulu s'enfuir. Donc, on l'a rattrapée, et puis... fallait en finir, quoi. Alors, Siov, il a passé sa ceinture autour du cou. Moi, j'ai tenu la ceinture en serrant. Et pendant ce temps, Siov, il lui a planté le poignard de Jaouen dans le dos. Et puis, il a fini par la saigner 3 ou 4 coups de poignard à la gorge, je sais plus. Du coup, il fallait en finir avec la petite aussi. Hein. Pareil, au poignard. Après, on a replié les sièges à l'arrière. On a mis les corps. Et puis, on a roulé vers la caserne. Pas loin de la caserne, il y avait un chantier sur le bord de la route. On a poussé la voiture dans un trou, puis on a foutu le feu, quoi. Et tout ça, il le raconte comme je viens de le faire. Froid, sans émotion, terrifiant. Du coup, dans la foulée, Siov finit par se déballonner lui aussi. Il confirme tout ce que vient de raconter son copain Titi. Et puis dans la foulée, arrivent les flics de la PJ de Toulouse. Eux, vous l'avez compris, ils enquêtent sur le meurtre d'Isabelle Rabot.
Et ils découvrent que sur ce meurtre, ils étaient 3. Siow, le Thierry Jaouen dont on vient de parler, et un certain Frank Feuerstein. C'est Philippe Siow qui raconte. On était à Toulouse, et vers minuit, on a décidé de rentrer à la base. On était à pied, hein, il y a une dizaine de kilomètres. Alors on se disait, on va choisir une caisse sur le chemin, quoi. Et donc on a marché, et là, près d'une cité, on a vu une Opel Corsa qui se garait. Et donc on a pris la caisse avec la fille qui était dedans. Oh, elle arrêtait pas de crier, de pleurer. J'ai dû gueuler pour qu'elle l'enferme. Après, j'ai pris un chemin, et puis j'ai arrêté la voiture dans un champ. Là, il y a Jaouen et Feuerstein, ils sont descendus. Moi, j'ai dit à la fille, déshabille-toi, quoi. Ça n'a pas été facile, hein. Elle faisait que pleurer, que trembler. Voilà, puis je l'ai baisé. Pendant que les autres, ils attendaient dehors. Et après, ça a été leur tour. Et après, quand on est remonté dans la voiture, on s'est dit, la fille, elle va nous dénoncer, quoi. Donc, fallait la tuer. Mais pas là. Autre part. Alors, je me suis arrêté dans un champ de blé, et voilà, je lui ai passé ma ceinture autour du cou, et j'ai serré. J'ai demandé à Feuerstein de m'aider à serrer. Je savais pas s'il respirait encore, alors je suis allé chercher un tournevis, et puis je l'ai planté, quoi. J'avais la haine, quoi. Et après, donc, on est reparti. Ah oui, je sais pas pourquoi, mais j'ai fait marche arrière sur le corps, comme ça. Après, on est rentré à Francazal, et puis on a laissé la caisse à 200 mètres, et on a foutu le feu, quoi. Voilà, quoi. Eh dis donc, on a affaire à de sacrés brutes. Nom de Dieu. Le lendemain, Thierry Jaouen et Frank Feuerstein sont arrêtés à Francazal et placés en garde à vue à la PJ de Toulouse. Ils confirment en tentant de minimiser leur rôle. Quand même, quoi. La petite, là, quand je l'ai violée avant que Siow la tue, je lui ai donné une cigarette. Et en plus, c'était ma dernière. Sa dernière. C'est sûr que c'est une sacrée circonstance atténuante. Les jurés en tiendront sans doute compte. Ils sont tous inculpés pour homicide volontaire, séquestration arbitraire, viol aggravé, torture et acte de barbarie. Trois jours plus tard, les 2 victimes calcinées de la 205 portent enfin un nom. La grande, comme ils disent, s'appelait Noria Boussedrin. Elle venait d'avoir 18 ans. Et la petite s'appelait Luisa de Acevedo. Et elle avait, tenez-vous bien, 12 ans. 12 ans. Avant d'aller assister au procès de ce quatuor de brutes épaisses, je voudrais quand même vous dire 2 ou 3 choses sur eux, à la recherche évidemment d'une explication. Philippe Siow, d'abord, a vécu dans son enfance un traumatisme majeur. Sa mère était prostituée et il a vu de ses yeux d'enfant défiler les clients. Et après, elle l'a abandonné, lui et ses 3 frères, à sa grand-mère. C'est un sacré sac à dos pour se lancer dans la vie. Thierry Elborgi, c'est pas plus brillant. Depuis tout petit, il sait qu'il est l'enfant d'un viol. Sa mère a été violée par son beau-père quand elle avait 14 ans. Et ça aussi, ça pèse lourd pour un gamin. Alors je dis pas ça pour vous apitoyer. Mais le jour où vous aurez compris que tous les grands criminels ont des enfances fracassées, eh bien vous aurez tout compris. Les 4 meurtres sont jugés au cours d'un seul et unique procès en avril 91 à Toulouse. Dans le box, Thierry Elborgi et Philippe Siow, les leaders de la bande, ont été installés devant. Et les 2 autres, Frank Feuerstein et Thierry Jaouen, les suiveurs, juste derrière eux. On s'attend à voir des monstres. On les voudrait, je sais pas moi, bossus, laids, dégoûtants. Ah non, ce sont des gamins de 20-22 ans. Ils ont presque des gueules d'ange. Mais ce sont des gamins sans remords, des gamins secs comme un coup de trick, sans aucun affect.
Ça nous est venu comme ça. Quand j'ai vu la voiture de la fille, j'ai couru, je l'ai agressée. J'y suis allé le premier parce que je suis le plus courageux. C'est Philippe Siauve qui parle ainsi. Siauve le meneur, petit brun au visage sec, qui livre tout sans se faire prier. Il raconte au président qui l'interroge, sans aucune émotion, sans regret, sur un ton égal et avec son langage, celui d'une petite frappe qui n'aurait rien commis d'autre qu'un vol à l'étalage. Récit hallucinant et détaillé d'une virée au bout de l'horreur. Isabelle dit Siauve, elle pleurait dans la voiture, elle avait peur. Je l'ai menacée, ouais, elle s'est tue. Et puis je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu l'idée de la violer, alors je l'ai violée. Après, Franck, il y a été à son tour, puis Thierry y est allé aussi. Imperturbable, Siauve continue. Elle m'a supplié de pas la tuer. Elle m'a juré qu'elle dirait rien. Mais je l'ai étranglée avec ma ceinture. Les autres m'ont aidé. Puis je l'ai poignardée avec un tournevis. Je ne sais pas ce qui m'a pris. À la fin de l'audience, le père d'Isabelle Rabou avoue sa haine et sa colère. J'ai beaucoup de haine, ça, je l'avoue, je le répète, je voudrais voir ces gens-là morts, disparaître de la terre, parce que je n'accepte pas qu'ils soient remis en liberté dans quelques années. Ça n'est pas possible. Souvent, ça m'est difficile, effectivement, de continuer à vivre dans ces conditions, sachant que ma fille n'est pas là et qu'elle avait le droit de vivre, surtout plus que ces jeunes-là. Éclairant aussi, cet échange avec le président. Pourriez-vous me dire, monsieur Feuerstein, pourquoi est-ce que vous avez violé Isabelle Rabou? Bon, parce que c'était mon tour, quoi. Et le reste est à l'avenant. On attend beaucoup de l'expert psychiatre, naturellement. Ce sont tous les quatre, je crois, des personnalités qui se sont mal structurées, sur la base évidemment de leur histoire familiale. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été aimés, ils n'ont pas été éduqués au sens où ils n'ont pas pu s'appuyer sur des adultes pour grandir, sur des adultes solides. Il n'y avait dans leur entourage que des adultes défaillants. Le psy raconte aussi ce qu'il a compris du mécanisme. Siauve, le leader, décide de violer une femme. Il se sert en premier. Et après, il se tourne en quelque sorte vers les autres en disant « Allez-y, prouvez-moi maintenant que vous êtes des hommes. » Après 9 jours de procès, les accusés n'ont pas exprimé une once de remords. Pour Siauve et El Borgi, l'avocat général requiert le max. Je vous demande pour eux deux la peine maximale prévue par notre code pénal, soit la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 30 années. Le délibéré dure 7 heures. Les 4 accusés ont été reconnus coupables de tous les faits qui leur sont reprochés et ils n'ont pas eu de circonstances atténuantes. Philippe Siauve, le meneur, a donc été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 30 ans. Même condamnation pour Thierry El Borgi, Frank Feuerstein, réclusion criminelle à perpétuité également, avec une peine de sûreté de 13 ans, c'est-à-dire que dans le cas de Frank Feuerstein, les jurés sont allés au-delà des réquisitions de l'avocat général. Enfin, Thierry Jaouen a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Aux assises de Toulouse, Frédéric Elbert, Europe 1. 10 ans plus tôt, avant l'abolition, Siauve et El Borgi auraient sans doute été condamnés à mort. Maître Georges Catala du barreau de Toulouse, c'est donc avec vous que nous allons débriefer cette histoire qui est fort lointaine, mais je crois quand même qu'elle vous a suffisamment marqué pour que plus de 30 ans après, vous acceptiez d'en reparler. Je me trompe ? J'ai un souvenir incandescent de cette affaire parce que c'était, comme vous l'avez tout à fait bien dit, une douleur qui dégoulinait de la cour d'assises, l'incompréhension totale, la présence de ces jeunes gens qui présentaient pas trop mal, des jeunes gens comme tout le monde, d'une extraordinaire banalité, et qui étaient secs, qui étaient durs, qui étaient dans l'inhumanité la plus totale. Il faut savoir que l'un d'entre eux a déclaré, pour illustrer vos propos, si j'avais su que je risquais 20 ans pour tirer un coup, je serais allé au but.
C'est dire la distance qui pouvait exister entre l'entendement de ces jeunes-là et la vie, l'amour, l'humanité et bien entendu l'incompréhension extraordinaire des parents rabous. J'en ai un souvenir ému dans la mesure où je les vois. Je me souviens de ces gens-là, un couple qui s'aimait, qui se tenait la main devant les bourreaux, jamais un comportement indécent, toujours le regard rivé sur ces tortionnaires. C'était une épreuve très difficile. Un mot quand même sur ce verdict. Personnellement, j'ai déjà entendu des condamnations à perpétuité avec une peine de sûreté de 30 ans, mais c'est quand même pas courant. Vous en avez connu beaucoup, vous, dans votre carrière ? Je crois que cette affaire, il y avait l'ingrédient pour que si ce procès avait eu lieu avant le fait que la peine de mort disparaisse, eh bien, on aurait eu 2 ou 3 condamnations à mort, tellement les faits étaient inqualifiables. Il faut quand même imaginer, comme vous l'avez souligné, que l'une des suppliciées avait 12 ans. 12 ans, et la sarabande sexuelle tout autour d'elle, tuée 3 fois, à coups de couteau. Je crois même que à un moment donné, les tortionnaires se sont amusés à jouer aux fléchettes sur leurs victimes. C'est le souvenir immédiat que j'ai de cette affaire. Le second souvenir se mélange à une frustration. Parce que, comme vous l'avez parfaitement souligné au début de votre exposé, si je puis dire, on a eu affaire à la Grande Muette, c'est-à-dire l'armée qui... Alors, on va en parler tout à l'heure, ça. On en parlera tout à l'heure, Georges Catala, parce qu'il faut qu'on prenne le temps pour parler de l'armée. Peut-être qu'on peut expliquer, profitons-en pour faire de la pédagogie, parce que je me dis, les gens qui nous écoutent croyaient avoir compris que la peine maximale en France, c'était perpétuité avec 22 ans de sûreté. Là, c'est 30 ans. Il faut expliquer dans quelles conditions on peut décider de cette peine. C'est-à-dire que lorsque la peine de mort a été supprimée, un certain nombre de personnes, notamment le législateur, a exigé qu'elle soit remplacée par la réclusion criminelle à perpétuité, mais comme les peines de perpétuité ne sont jamais à perpétuité, on ajoute à cela une peine incompressible, et le maximum de la peine incompressible est de 30 ans, c'est-à-dire que obligatoirement, ces gens-là sont tenus de purger une peine de 30 ans. On peut faire un calcul rapide. Ils avaient 18 ans, si on ajoute 30 ans à 48 ans, rien ne s'oppose à ce qu'ils soient dehors. Alors, il faut quand même préciser que on ne peut appliquer cette peine que s'agissant de meurtres sur mineurs de moins de 15 ans. Et là, effectivement, c'est le meurtre de la petite Louisa qui permet de retenir cette qualification, de policiers ou de magistrats. Est-ce que vos clients souhaitaient la peine de mort ? Oh, je pense que oui. Je pense que la douleur, bien que ce soit des gens d'un naturel modéré, la douleur incandescente qu'ils ont subie faisait que, et je pense que si nous étions à leur place, nous aurions fait pareil. Il n'y a pas de distance suffisante pour dire je suis contre la peine de mort, quand on sait que sa fille a été suppliciée dans des conditions épouvantables, quand on sait que ceux qui l'ont suppliciée se présentent de telle façon qu'ils n'expriment ni regret, ni remords, ni compassion, ni larmes, ni phrases à peu près cohérentes, on se dit, ils se disent, les victimes, il faut éliminer, quoi. C'est la vengeance. Alors, l'avocat que je suis prend les distances nécessaires en considérant que la peine de mort était abolie et qu'elle n'avait pas lieu d'entrer dans le prétoire. Mais je peux vous assurer que si elle n'avait pas été abolie, encore une fois, les choses auraient été menées rondement, au moins à l'encontre de deux des personnages. Parlez-nous d'eux. J'ai insisté sur la question physique parce que on voudrait évidemment tomber sur des gens qui n'ont pas visage humain. On voudrait qu'ils soient laids, que leur visage soit déformé, qu'ils ne nous ressemblent pas. Et en vérité, je ne sais pas si c'est ce que vous avez ressenti vous, mais ils ressemblent à nos enfants. C'est tout à fait ça. Il faut imaginer une foule extraordinaire à ce procès. La salle était pleine à craquer devant les victimes. Et puis, comme la corrida, on fait rentrer les accusés. Et là, nous étions tous dans l'attente de voir apparaître des visages patibulaires, allez, disons le mot, pour certaines victimes monstrueux.
Et ça n'a pas été ça. C'était des gamins. Ils étaient encadrés par des chefs. Ils étaient dans une chambrée. Ils étaient dans leur bouillon de culture qui consistait à faire mijoter l'immonde, puisque le projet était délibéré. Ils voulaient se faire une ou deux meufs, ils voulaient sortir, ils voulaient prendre une voiture, ils voulaient se payer une ou deux filles, et puis ensuite ils voulaient la faire disparaître. Et ce qu'ils ont fait une première fois, et ils vont le faire une deuxième fois, 1 mois et demi après, sans que entre le premier et les premiers et le second fait, il y ait la tempête sous un crâne qui consiste à dire, pour l'un des quatre, ce que nous avons fait est ignoble, on ne peut pas recommencer. Non. Ils ont recommencé. Mais justement, puisque vous parlez de ce qui se passe sous leur crâne, vous les avez vus, vous. Ils sont idiots, ils sont abrutis ou pas? Écoutez, il y en avait un qui avait un coefficient intellectuel de 140. Ah oui, donc pas idiot. Oui. Ce qui est quand même extrêmement étonnant, parce que quand on narre les faits, quand on parle de monstruosité, quand on parle de l'absence de réaction des uns et des autres, on y ajoute bien entendu une bêtise grasse, une connerie sans nom, et même on y ajoute le fait que pour les auteurs, il y a une coloration psychologique ou pathologique qui peut expliquer ça. Eh bien, on n'a rien trouvé. Oui, psychopathes quand même, on peut dire psychopathes. Ce sont des psychopathes au sens où ils se contrefoutent complètement de ce que peut ressentir la gamine dont la tête est entourée par leur ceinture. Oui, mais ça, vous avez tout à fait raison, c'est des psychopathes, mais ces psychopathes ne présentent aucune sorte de maladie mentale. Ils ont été, sans doute parce que 2 d'entre eux ont eu un passé, une enfance extrêmement difficile. Ils ont été forgés dans la violence et, si je puis dire, l'horreur de l'autre, mais ça n'a pas entraîné chez eux une quelconque pathologie. Ils étaient tout à fait sains d'esprit. Et la meilleure des preuves, c'est que ils ont un souvenir tout à fait pertinent de ce qu'ils ont fait, un souvenir extrêmement détaillé. La seule chose qui ressort de tout ça, c'est comment des gamins de 18, 19 ans, 20 ans peuvent être arc-boutés dans cette inhumanité. Parce que quand vous avez une gamine de 12 ans qui hurle parce qu'elle est en train de se faire violer, l'un des quatre, au moins l'un des quatre, aurait pu dire « Allez, ça suffit ». Eh bien non, aucune réaction. Et encore une fois, moi, ce qui m'a le plus marqué dans cette affaire, c'est que on a confisqué un certain nombre de lettres venant d'un des quatre, et ce personnage, en prison, disait, moi, je vais m'évader, et quand je sors, le juge d'instruction, ça va être sa fête, et je me permets de citer une deuxième fois ce qui retire de tout ça. Si j'avais su que je risquais 20 ans pour tirer un coup, je serais allé aux putes. Voilà. On fait abstraction totale des suppliciés, et puis de la patte humaine, quoi. Voilà. Donc le mobile, c'est le viol. Le crime vient parce que le viol ayant été commis, on ne peut pas laisser de témoin, quoi. Enfin, le meurtre, pardon. Oui, c'est peut-être ça, mais enfin, il y a beaucoup de viols qui se passent sans que l'on tue. Le modus operandi a été le même la première fois et la seconde, c'est-à-dire qu'on enlève une fille, on prend la voiture, on va brûler la voiture devant la caserne, ce qui n'est pas très prudent, et on viole. Et la deuxième fois, on va faire exactement la même chose. Ce ne sont pas des choses qui vont venir chemin faisant. Moi, je suis persuadé que c'est dans la chambrée où il y avait cette espèce de bouillon de culture qui mijotait, où ces quatre-là, sans aucun encadrement, parce qu'il faut quand même tirer les conséquences de la situation, vont se retrouver, vont se monter le bourrichon, et vont faire abstraction de toutes les valeurs humaines qui doivent être celles d'un citoyen, d'un jeune ou d'un vieux, et surtout d'un militaire. Où sont les valeurs qui devaient être inculquées à ces jeunes-là? De quelle façon ils ont été encadrés? Dans quelles circonstances ils se sont rapprochés? Parce que dans cette caserne, il n'y a pas que des assassins. Ils se sont quand même rencontrés. Est-ce que les militaires qui ont été entendus, les encadreurs, si je puis dire, ont tiré conséquence de cette situation? Je suis pas très sûr. Nous étions à 2 doigts de faire un procès à l'armée. Les parents rabous avaient tellement de chagrin qu'ils ont renoncé.
Ouais. Un mot sur justement sur l'armée. Heureusement quand même que le juge nomme les gendarmes pour mener la deuxième enquête, parce que sinon l'affaire ne serait peut-être jamais sortie. Les 2 dossiers litigieux ou suspicieux que les gendarmes repèrent dans le tas de dossiers militaires, si l'armée ne les leur donne pas, l'affaire ne sort jamais. Oui, mais vous observerez que on va les donner ces 2 dossiers aux gendarmes, qui vont quand même se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si on avait donné ces 2 dossiers au SRPJ, peut-être que les 2 autres victimes ne seraient pas victimes de quoi que ce soit. On nous a fait perdre quand même près d'1 mois et demi. Et donc, cette espèce de silence circulé à rien à voir est très largement coupable. Voilà ce que je pense. Et c'est en tous les cas le point de vue des parents Rabou. Je vous remercie beaucoup, maître Catala, d'avoir débriefé cette histoire plus de 30 ans après. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr. Canada is a country home to incredibly welcoming and friendly people. But did you know that when you expand your business to Canada, you're expanding to the country with the most educated workforce in the world? That means highly skilled talent for your business. So no matter where you're located, we make it easy for you to expand to the best country in the G20 for doing business. Invest in Canada, your second home. Learn more at investcanada.ca/talent.